Nous sommes le vendredi 6 septembre 2019 et vous êtes les bienvenus dans l'émission qui fait le point de l'actualité nationale à tous les Togolais un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde. À la technique, Michel Koko, Victor B. Tomega et Jérôme Dakucha, ici au studio. Thierry Afanoukoé, bonjour. Bonjour Sassé, bonjour à toutes et à tous. Olivier Adja, bonjour. Bonjour Sassé, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Juste rappeler que Olivier Adja, c'est à la fois AfriPresse et Arakiri, alors que Thierry Afanoukoé, c'est Gapola.net. Tout à fait. Merci. Et moi-même, comme nous sommes vendredi, je m'appelle Innocent Hassan Haïm Mordechai. C'est un nom pris depuis Israël ou bien quoi? Depuis Israël, depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour. Eh bien, Olivier, Thierry, vous êtes les bienvenus. Peut-être que nous pourrions être accompagnés par un troisième confrère et un autre invité qui va nous rejoindre incessamment. Mais la pensée du jour qui colle à l'actualité chez nous ici à Canal FM au Togo, dans le monde, c'est l'ancien président américain Abraham Lincoln qui parle de la mort ou plutôt de la vie. Thierry et Olivier, Abraham Lincoln qui a écrit que ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans une vie, c'est plutôt la vie qu'il y a eu dans les années. Encore une fois, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans une vie, mais c'est plutôt la vie qu'il y a eu dans les années. Retenez la pensée que vous allez illustrer par cette dépêche qui anime les médias depuis ce matin. Sur le coup de 6 heures GMT, la nouvelle est tombée qu'il y a eu le clap de fin pour Robert Mugabe. Robert Mugabe, qui a commencé sa vie comme instituteur. Après, il est devenu le maquisard qui a combattu l'hégémonie que la minorité blanche érigeait contre les Noirs dans l'ancienne Rhodésie. Et puis, Mugabe est devenu le héros de l'indépendance de ce pays, le Zimbabwe, avec le grand concert de l'indépendance que Robert Bob Marley avait animé. Et puis, Robert Mugabe, c'est également le panafricaniste. Il est devenu ce que les détracteurs ont appelé le satrape dictateur. Et le président devenu sénile, pour ceux qui ne l'aimaient pas beaucoup, vers la fin. Il a été victime d'un coup d'état militaire opéré par son propre parti. Et Robert Mugabe, c'est enfin le vieil homme oublié qui est mort loin de son pays, à Singapour, alors qu'il se prévalait du titre de panafricaniste. Voilà, clap de fin pour Robert Mugabe, Olivier Adja. Oui, clap de fin pour Robert Mugabe. Certains diront qu'il a bien vécu, d'autres non. Et c'est aussi comme ça la dualité que nous, en tant qu'êtres humains, nous drainons derrière autour de nous. Et on ne peut jamais faire l'unanimité sur nos actions. Mais lorsque, en Afrique, lorsqu'on décède, on ne retient que du bien de notre passage sur cette terre. Je crois que Robert Mugabe a été la figure de la lutte contre le colonialisme, donc dans l'ancienne Rhodésie. Et il a fait son combat, et il a combattu le bon combat, comme on le disait. Et aujourd'hui, il n'est plus. Ceux-là, les Zimbabwéens et nous les Africains, le monde entier retiendront qu'il a été quelqu'un qui a libéré son pays du joug colonial, mais également qu'il a été quelqu'un qui a tant aimé le pouvoir qu'il n'a pas voulu s'en décrocher. Et jusqu'à ce qu'il y a quelques mois ou quelques années en arrière, l'armée a dû l'inviter pacifiquement à aller prendre sa retraite. L'armée et son propre parti. Oui, bien sûr, l'armée et son propre parti aller prendre sa retraite. Et après la retraite, quelques mois, je dirais, après cette retraite, il tire sa révérence. Et que la terre lui soit légère et qu'on ne retient que
ses bonnes œuvres sur cette terre. Merci Thierry. Ce qu'on retient également, c'est que le vieil homme a vécu 95 ans sur terre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Mais si je vous demandais ce que vous retenez de la vie de Mugabe, une chose positive et une chose que vous désapprouvez dans sa vie. Une chose positive, c'est que grâce à lui, son pays a obtenu l'indépendance. Une chose négative, c'est que la réforme agraire qu'il a entreprise n'a pas abouti et ça fait que le pays est dans l'état actuel et c'est déplorable. 95 ans de vie, je crois que c'est une grâce. Il a marqué son temps, il a fait tout ce qu'il pouvait, il a donné de son mieux à son pays. Il a souhaité mourir au pouvoir seulement, et l'armée et son parti, de même que la majorité des Zimbabwéens ont décidé autrement. Robert Mugabe, je crois que il est également à l'image de Kadhafi. C'est des hommes qui ont marqué leur temps, pas plus que dans un passé récent, les gens s'amusaient à donner des citations sur les réseaux sociaux et on ne signait pas son nom parce qu'il a l'habitude, je dirais, de narguer les Occidentaux. Il leur a tenu tête jusqu'au bout. C'est à saluer, seulement que l'engagement à un moment donné n'a pas abouti. Il a fait son temps. J'ose croire que ce départ-là ne va pas faire place à une chasse aux sorcières, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, sa femme Grace n'était pas aussi en bon terme avec le pouvoir actuel. On lui en voulait beaucoup. Pour le bien des Zimbabwe, je crois que, et pour le respect de la mémoire de l'illustre disparu, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Merci Olivier, si vous permettez, un vieux constaté. Voilà un homme, Robert Mugabe, qui a combattu par les armes et par la politique les ségrégationnistes de la minorité blanche dans son pays. Thierry Afamouke le disait tantôt, il a nargué tous les grands décideurs de ce monde. Il se revendiquait panafricaniste bon teint, mais voilà, ces derniers 6 mois sur terre, il les a passés loin de son pays, à Singapour. Il est mort. Voilà un panafricaniste qui a consacré toute sa vie en bien ou en mal à sa terre africaine, mais qui allait mourir dans l'anonymat dans un pays étranger. Oui, c'est paradoxal, mais au même moment, il faut dire qu'il n'aimait pas du tout les Occidentaux, donc Singapour, c'est le moindre mal pour lui. C'est le moindre mal, il considère que c'est toujours dans l'hémisphère sud. Mais c'est aussi une situation que nous déplorons, et toujours auprès de nous, ou bien à l'égard de nos dirigeants africains, c'est qu'ils ne prennent pas le soin de construire des centres de santé de référence, et parfois ils sont obligés d'aller dans d'autres pays pour se faire soigner. Et là, on ne comprend pas, parce que on sait que tous les Zimbabwéens, ce n'est pas tous les Zimbabwéens qui ont la chance de s'expatrier pour aller se faire soigner. Donc je crois qu'il va falloir aux Africains de prendre la mesure de leur responsabilité pour pouvoir doter leur pays de centres de référence où eux-mêmes ils se rendent d'abord et donner l'exemple aussi aux populations pour que nous aussi nous puissions avoir la confiance d'aller dans les centres qu'on nous a construits. Parce que si on dit qu'un président, quand il est malade, même lorsqu'il a un mot de tête, il va en Europe pour se faire soigner. Et moi, le citoyen lambda, j'aurais peur d'aller dans les centres médicaux qu'il nous a construits. Parce que je me dirais que si lui-même se méfie de ces centres, c'est qu'il y a un souci. Donc ça veut dire que moi, si je vais là-bas, c'est une morgue qui va dans laquelle je rentre. Merci. Robert Mugabe, mort dans un hôpital à Singapour, comme le fier Ahmed Sékou Touré, qui était mort au pouvoir également dans un lointain hôpital américain, tout comme Feu Gnassingbé et Adema, qui était mort pendant qu'on l'évacuait dans un hôpital étranger, tout comme Ali Bongo Ondimba,
qui se retrouvent hospitalisés depuis ces derniers jours à Londres. Et le Canard indépendant nous dit que dans cet hôpital londonien où il se retrouve hospitalisé, la santé d'Ali Bongo Ondimba se détériore, ce qui pose un problème, une polémique même, une polémique judiciaire dans son pays. Thierry Afanouké, la liste là est trop longue. Ces présidents qui n'ont pas confiance d'aller se faire traiter dans les hôpitaux de leur propre pays. Robert Mugabe, Sékou Touré, notre Yadema national et tous les autres, Ali Bongo Ondimba, ça devrait interpeller leur conscience de nationalistes, voire de panafricanistes. Tout à fait. Et tous ceux qui sont au pouvoir actuellement, Olivier l'a si bien dit, hein, quand ils ont un petit pépin, des maux de tête, rapidement, on mobilise un avion et on les évacue. Vous voyez que tout ça là, c'est une perte pour notre pays et ça ne donne pas une bonne image. Ça ne donne pas une bonne image. Je veux aussi entendre que l'actuel président Donald Trump des États-Unis est tombé malade et peut-être on l'évacue en France ou dans un autre hôpital, dans un autre pays, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Nous avons la possibilité de le faire et j'ose croire qu'avec la construction, si bien même que les travaux traînent, de l'hôtel de référence, l'hôpital plutôt de référence dont on nous a vanté le mérite, si bien qu'on n'a pas encore l'hôpital Saint-Pélégrin, si une fois il est construit, j'ose croire que et nos gouvernants, c'est-à-dire le chef de l'État en premier, ira se faire consulter, non seulement lui, toute sa famille et toute son équipe, et comme Olivier l'a dit, je crois que ça va inciter les autres à faire confiance à ce que nous avons ici. On ne serait plus tenté de traverser la frontière pour aller se faire consulter. C'est des pertes financières pour notre pays. Il est de bon temps que tout ce que nous voyons en Occident, que nous puissions penser, les réaliser chez nous. Nous avons la possibilité, nous avons les ressources. Si nous y mettons une orthodoxie financière, je crois que nous puissions arriver. Et c'est aussi une question de vision. Merci. Les enseignants parleront de la pédagogie, de l'exemple. Les autres diront que charité bien ordonnée commence par soi-même, que nos chefs d'État, nos dirigeants nous donnent la preuve qu'ils aiment tellement leur pays qu'ils en font des pays où ils fassent convivre. Il y a un auditeur qui fait un bémol en disant même que même pour mourir, ils n'ont pas confiance aux morgues ni aux morgues du Togo. Bon, en Afrique, ils sont obligés d'aller mourir ailleurs et qu'on les ramène après dans leur pays. Donc, c'est pour seulement caricaturer ce que nous disons déjà, que nous devons construire nos pays, et c'est ces dirigeants-là je crois que nous avons maintenant une morgue moderne, donc non, nous ne parlons pas seulement du Togo, c'est-à-dire que nous ne parlons pas seulement du Togo, c'est un cas général en Afrique, peut-être à l'exception de l'Afrique du Sud et de certains pays, peut-être comme le Ghana, et pratiquement en Afrique, les chefs d'État, les ministres, les gouvernants, les autorités, tous et leur famille préfèrent aller se soigner à l'étranger, mais pas que. Même l'eau qu'ils boivent, ils doivent parfois aller acheter ça à l'étranger. Et le riz qu'ils mangent, ils doivent aller acheter ça à l'étranger. Les costumes qu'ils portent, c'est à l'étranger. Donc je crois que si ceux-là qui doivent nous donner le bon exemple, dans nos pays, ceux à qui on a confié la construction de nos pays, et qui doivent construire ces pays-là en qui nous tous nous avons confiance, n'ont pas confiance en l'eau donc de leur pays, aux tenues de leur pays, et à tout ce qu'on fait dans leur pays. C'est que c'est aussi un aveu d'échec du chantier qu'on leur a confié. Merci. Un auditeur ajoute que nos dirigeants ne font même pas confiance aux écoles de nos pays. Ah oui. Et si leurs enfants si les enfants fréquentent dans leur pays, ils envoient leurs enfants fréquenter des écoles privées, pour ne pas dire des écoles étrangères, au détriment des écoles publiques, alors que c'est eux qui mettent en place tout ce système éducatif
et ou de santé. Et ça lance le débat de la consommation locale. Je crois que nous avons aujourd'hui un ministère dans ce sens-là, mais depuis que ce portefeuille-là existe, je me demande ce que le ministre Kodjo a dédié fait dans ce sens-là. Il faudrait qu'on puisse nous amener, nous intéresser à la consommation locale. C'est vrai que le ministre de l'Agriculture travaille dans ce sens-là, mais il faudrait que les autres aussi puissent donner le pas. J'ai vu l'autre fois sur des images, je n'y étais pas, à la fête d'Aïzan, on a fait déguster l'haricot au président. Je ne sais pas s'il a véritablement dégusté ou pas. C'est des choses comme ça que nous devons inculquer aux générations futures. Même notre chef de l'État, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai, il porte d'autres choses que des costumes, mais dans les manifestations officielles, il est toujours en costard. Il faudrait qu'il puisse changer. Si vous prenez l'exemple du Ghanéen, on le voit atterrir, même au Burkina, on le voit venir chez nous. Quand il y avait la crise, il était en tissu pagne et il était à l'aise et c'était beau et élégant. On a vu Gbagbo en ce temps, il était nommé le monsieur Oudil, il aimait porter cela. Je crois que ça peut aussi participer. Merci. Donc, des hôpitaux chez nous, en Afrique et au Togo. Nous accueillons Augustin Amegandien, bonjour. Bonjour. Du magazine Social Info paru cette semaine. Et vous consacrez justement un article à nos hôpitaux. Vous écrivez « Manque de personnel soignant dans les hôpitaux publics ». Vous vous demandez « Et si on interdisait aux médecins du public d'aller exercer dans les cabinets et cliniques privés ?» Oui, ça c'est en tout cas la question mérite d'être posée parce que vous savez, on s'accorde à dire que l'amélioration des soins de santé dans notre pays, surtout ici en Afrique, passe par la disponibilité du personnel soignant. Mais il se fait que depuis quelques temps, depuis des années au Togo, on manque cruellement de personnel soignant. Mais pendant ce temps, certains médecins, infirmiers et toutes les fonctions paramédicales se consacrent aussi à des soins privés, à la clientèle privée. Donc, de ce fait, certains, parfois les patients se rendent dans les hôpitaux publics, il se trouve que le médecin n'est pas là. La question de savoir en ce moment il est où, et parfois il est dans un privé en train de consulter, ou parfois dans son cabinet, lui-même il a créé un cabinet, il est dans son cabinet en train de consulter des patients. Mais le problème s'est posé aussi dans d'autres pays, comme le Bénin ici, comme la Côte d'Ivoire, où les autorités ont décidé d'interdire aux médecins fonctionnaires d'exercer encore dans le privé. Ce qui a permis aujourd'hui de mettre une démarcation claire, soit tu es dans le privé, soit tu es dans le public. Et au Togo ici, le code de la santé de la République togolaise, qu'on a bien voté ici, dans ce code, l'article 182, indique que ce n'est pas permis à un médecin fonctionnaire de travailler dans le privé, sauf en cas d'autorisation du ministre. Vous voyez un peu? Le ministre va mettre dans le privé. Le problème, c'est que cet article n'a jamais été appliqué. Vous nous rappelez l'article du Code de la santé, l'article 182, qui stipule que le médecin fonctionnaire ne peut plus travailler dans le secteur privé. Même pour tous les fonctionnaires, il ne peut plus travailler dans le secteur privé, mais sauf autorisation du ministre, pas décret du ministre. Mais c'est dans les termes clairs, tout est défini dans ce décret-là, pour permettre souvent peut-être à des médecins dont les spécialités sont très rares, de pouvoir soigner aussi d'autres patients dans le privé. Donc aujourd'hui, le problème se pose clairement et il faut quand même trouver une solution. Mais au-delà même du manque de personnel soignant, vous savez, d'autres problèmes se posent. Oui, mais sur les médecins du public qui exercent dans le privé, vous en parlez, vous parlez carrément de détournement des patients du public vers le privé. Et la semaine dernière, un auditeur appelait pour dire que c'est comme ça, un chef de service au CHU Le Métocoin, il arrive au bureau à 10 h, il consulte 2, 3, 4 malades, et puis il part et il donne rendez-vous à ses patients de Tocoin dans son cabinet privé. Le nom a été dit, mais nous le taisons ici, mais ces cas sont légion, où des chefs de service, des médecins payés par le contribuable, ils passent juste 2, 3 heures
au service public et ils détournent tous les malades dans leur cabinet privé. Quand vous demandez rendez-vous à l'hôpital Tokoin, on vous envoie dans 2-3 mois, alors que vous saisissez le même médecin, il vous consulte le même jour dans son cabinet. Oui, le problème s'est posé, on en a parlé dans l'article justement aussi. C'est l'un des cas aussi de ce problème de privé, de public. La dernière fois aussi, j'ai eu quand je travaillais sur cet article-là, j'ai eu un témoignage de la manière dont vous venez de dire. Quelqu'un devait se faire opérer au niveau de l'œil. Au siège de coin, après consultation, etc., le médecin lui a plutôt donné rendez-vous dans son cabinet. Et le monsieur... Donc, le monsieur s'est fait consulter à l'hôpital Tokoin. Et puis, on lui a donné rendez-vous pour l'opération maintenant dans son cabinet. Il s'est fait opérer là-bas, malgré... Là-bas même, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de patients là-bas qu'à l'hôpital de Tokoin. Vous voyez un peu le problème là? Alors que les gens là se plaignent, vous dites qu'ils ne sont pas bien payés. Mais comment vous pouvez... Aujourd'hui même, au niveau de la contractualisation, ça veut dire que l'hôpital passe au niveau du privé. Donc, peut-être même qu'il y a un conflit d'intérêt parce que si vous travaillez très bien, il y a beaucoup de patients, l'hôpital doit rentabiliser et peut-être mieux vous payer. Mais si vous détournez les patients vers votre cabinet médical ou bien votre clinique, comment l'hôpital peut rentabiliser ou bien vous payer? C'est vrai que le problème, il y a d'autres causes, mais il faut voir aujourd'hui, je crois que l'autorité doit statuer sur cette question-là et un peu mettre... L'autorité qui est concernée en premier lieu, parce que le ministre de la Santé se trouve être médecin lui-même, ne nous cachons pas, des gens lui reprochent au professeur Mijiawa, il avait son cabinet privé, il sent qu'il continue à consulter, à traiter dans son cabinet privé. Alors, est-ce que le code de la santé l'autorise ainsi? Je ne sais pas si le ministre a effectivement été autorisé, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Autorisé par qui? Par lui-même. S'il a eu les autorisations requises pour travailler dans son cabinet, mais aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il faut rapidement statuer sur ce problème-là. Vous savez, à part les DP que je viens de citer là, le Maroc aussi a décidé, et aujourd'hui les médecins du public, notamment dans le privé, et même selon nos amis béninois que nous avons contactés, depuis que le problème a été réglé, tout va bien. Et aujourd'hui, il y a des médecins qui sont sur place, qui consultent de 6 h du matin à 18 h. Merci. Il y a ce problème des médecins, mais vous relevez quand même qu'il y a toujours, et encore et toujours, un manque de personnel soignant dans nos hôpitaux publics. Un concours est passé il y a quelques temps, les résultats sont donnés. Et je crois que dans les jours qui suivent, un autre concours est organisé pour recruter des élèves à faire former dans les centres d'infirmiers et d'assistants médicaux. Merci d'attirer l'attention de qui de droit sur ce problème. Ça, c'est juste placer un mot. Augustin l'a si bien dit, quand celui qui est censé être le régulateur ou le contrôleur lui-même, il est indexé, vous convenez avec moi qu'il serait difficile aux autres de s'exécuter. Le code l'a si bien dit, mais on fait fi d'ignorer cette disposition-là du code et tout le monde se plaint. Ça dit que le ministre même, il est impliqué jusqu'au bout. Il est dedans, parce qu'il ne continue pas à exercer dans sa clinique privée. Donc, qu'est-ce qu'il pourra dire aux autres que voilà, il faut être au poste de telle heure à telle heure et s'occuper des patients. Et puis il donne l'impression, malheureusement, ces médecins-là, ils donnent l'impression que les soins prescrits au niveau des centres hospitaliers publics ne sont pas de qualité, que la qualité se trouve chez eux au niveau de leur clinique. Alors que ce n'est pas le cas, puisque c'est eux qui sont qualifiés à donner les mêmes soins-là qu'ils prétendent être de qualité dans leur clinique, dans les différents centres publics. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, que c'est nous, le contribuable, voilà, qui les payons. Ça pose un problème d'éthique et de morale nationale. Donc c'est à l'endroit du ministre au sérieux et qu'on puisse les soutenir, parce qu'aujourd'hui ils sont en discussion avec le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il faudrait qu'ils puissent penser également aux patients. Merci le ministre, interpellé comme autorité et comme médecin lui-même.
Jésus a dit quelque part qu'avant de parler de la brindille dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qu'il y a dans tes propres yeux, mais n'ont pas fini avec la mort. Lui aussi, il ne sait pas s'il a choisi ou bien s'il est mort à l'étranger, bien malgré lui. C'est Jimmy Hope. Il a choisi ou bien forcé d'aller mourir en France. Sa dépouille est rentrée au pays. À l'aéroport, il a été accueilli par moins de 3 ministres. Et Bétognon, conseiller de la culture, Folie Basi Katari, de la communication, et également Mustapha Mijiawa, encore de la santé, et les amis et la famille. Eh bien, actuellement, pendant que nous sommes au studio, c'est les hommages officiels qui lui sont rendus à 150 mètres de nos studios ici, à Canal Olympia, Godopé, encore un centre qui n'est pas 100% togolais. Ça aussi, c'est une réalité. Mais revue de presse avec le Canal Indépendant qui parle d'hommage national à Jimmy Hope ce vendredi. C'est Canal Indépendant à la page 2. Autre journal encore, c'est l'Union pour la Patrie qui parle lui aussi que Faure Gnassingbé rendra, ou rendrait, c'est selon, les hommages à Jimmy Hope ce matin. Autre journal encore, Forum de la semaine qui écrit, lui aussi à la page 5, Jimmy Hope qui reçoit les hommages officiels aujourd'hui à Lomé. Autre journal encore, Togo Réveil, qui titre à la page 3, le président Faure Gnassingbé et la nation togolaise rendent hommage à Jimmy Hope aujourd'hui. Et nous finissons avec Togo Matin qui écrit, Jimmy Hope, le chef de l'État et toute la population togolaise rendent hommage à l'artiste ce vendredi. Olivier Adja, les hommages ont commencé et se poursuivent. C'est toute la nation, sauf que ces obsèques ne sont pas présidées par Faure Gnassingbé, mais plutôt par le Premier ministre. Pourriez-vous nous dire pourquoi le chef de l'État, si abondamment annoncé, n'est pas aux obsèques de son cher ami Jimmy Hope ce matin? Non, c'est me faire trop d'honneur que de me demander de vous dire qu'est-ce qui empêche le chef de l'État d'être présent à cette cérémonie-là. Je ne saurais vous répondre parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais déjà, il faut apprécier ce qui est fait. Et ce qui est fait, c'est que au moins l'État togolais rend hommage à l'un de ses dignes fils et qui a porté la musique togolaise et en réalité le monde artistique togolais en général, parce que c'était un artiste au talent multiple. Et Jimmy Hope, tout le monde le connaît. Jimmy Hope est aimé par les Togolais, mais au-delà des Togolais, il est connu aussi donc, à travers le monde. Et le Togo se devait de lui témoigner. Donc, ces hommages-là, c'est ce qui est fait. Et le Togo, ou bien l'État, a représenté à un très haut niveau. Le chef de l'État, il a annoncé, sa présence était annoncée. Et donc, si il n'est pas présent, je suppose que c'est un empêchement de dernière minute, je suppose. D'accord? Ce serait bien séant. Donc, ce serait très bien vu qu'il soit là. Et j'estime que quelqu'un qui a dit que Jimmy Hope est un ami personnel et qui a certainement demandé à ce que cette cérémonie lui soit accordée, c'est qu'il voulait bien donc, arriver. Mais maintenant, qu'est-ce qui l'en a empêché? Et j'ai dit que je saurais vous répondre, mais que la terre lui soit légère, que tous les Togolais aussi puissent lui rendre cet hommage, parce que Jimmy Hope, un artiste, et quelqu'un de sa trempe appartient, je dirais pas, c'est un patrimoine national à nous tous. Donc après ça, que celui-là qui est sur son zémédia, que celle-là qui est au marché puisse, si elle veut ou il veut, venir lui témoigner aussi donc à ces hommages-là, pour ne pas assister après. Bon, ça n'arrivera pas à ce qu'on a eu en Côte d'Ivoire ou des certains. Non, il n'y a pas de Chinois ici autour. Oh, mais il y a des Thaïlandais. Merci beaucoup Thierry Afanoukoé. Voilà la République qui honore son digne fils Jimmy Hope. Les artistes sont là, la famille est là, toute la population est là, le monde officiel est là, sauf que la cerise
sur le gâteau que nous aurions aimé en la personne de Faure Gnassingbé n'est pas là. Oui, on regrette cela, mais le chef de l'État est excusable puisque c'est tout un programme. Je veux bien croire qu'il pourra encore se racheter, peut-être en prenant part au reste du programme. C'est encore possible parce que c'est lui qui avait tweeté juste après le décès de Jimmy Hope qu'il a perdu un ami. Vous savez, Jimmy Hope, il a beaucoup fait pour notre pays. Aujourd'hui, nous avons ses œuvres un peu partout et c'est une fierté nationale. Aujourd'hui, on est en train de lui rendre un hommage national. Le gouvernement est à saluer pour cette initiative. On aurait souhaité, lorsqu'il était en difficulté, parce que certains l'avaient relayé quand il était malade, qu'on puisse le soutenir en ce moment. Et aujourd'hui, peut-être, ça ne serait pas une question d'hommage national. Mais oui, en termes de soutien, je ne sais pas si c'est lui-même, sa famille, ses amis ou l'État, mais on ne peut pas dire que Jimmy Hope a manqué de soutien parce qu'il a été évacué dans un hôpital à Paris. Encore que si le Togo disposait d'un hôpital en mesure de traiter Jimmy Hope, on aurait fait l'économie, ne serait-ce que de son transport et des coûts à l'étranger là-bas. Voilà, donc Jimmy Hope, je crois que tout le peuple togolais va lui rendre un hommage mérité parce que c'est quelqu'un que nous avons eu la chance de côtoyer ou d'écouter, de le voir sur scène. Il nous a toujours égayés, il a toujours quelque chose de plus quand vous assistez à ses concerts, à partager avec le public. C'est une grande perte pour notre pays. Eh bien, Jimmy Hope a vécu en artiste, notamment en chanteur. Il est en train d'être enterré en artiste et en chanson. Peut-être que depuis là où il se trouve, il pourrait écouter ceci. C'est l'hymne officiel de l'UNIR. C'est l'hymne officiel d'UNIR que tu dis. Ah oui, si moi c'est ma chanson, j'allais poursuivre. Vous savez qu'aux États-Unis, il y en a interdit à la madame de publier son truc. Eh bien, ce morceau de chant choral a circulé abondamment, circule abondamment depuis quelque temps, même si il y a toute une polémique qui entoure, mais nous, c'est le côté musical, le côté chant choral qui nous intéresse. C'est l'un des morceaux de l'association jeunesse de l'église évangélique presbytérienne d'Aguenyeve. Et nous avons l'honneur d'avoir dans ce studio Jean-Claude Aka, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Eh bien, vous êtes le secrétaire de cette chorale et nous avons appris que vous préparez un concert caritatif en fin de semaine. Oui, Sas, nous sommes en concert caritatif ce dimanche 8 septembre 2019 au Palais des Congrès de Lomé. Eh bien, c'est quoi le pourquoi de ce concert que vous organisez? Oui, nous organisons ce concert. D'abord, il faut préciser que c'est dans le cadre de la célébration de nos 35 ans d'existence en tant que chorale ou association. Donc, nous voulons d'abord, à travers ce concert, rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a conduits pendant 35 ans. Et au-delà de cette action de grâce, nous voulons contribuer aussi un tant soit peu à l'épanouissement des enfants déshérités. Et donc, une bonne partie des recettes de ce concert servira à soutenir ces enfants déshérités. Et nous avons choisi un orphelinat Cisa Detikopé, qui est dénommé l'orphelinat La Solution. Alors, nous aimons la précision au club de la presse. Quel est le pourcentage des recettes que vous allez affecter à l'orphelinat? Monsieur Sass, oui. Ce serait un peu difficile de vous donner tout de suite ici le pourcentage, mais nous voulons verser une bonne partie des recettes à l'orphelinat pour soutenir ces enfants. J'espère que vous allez dépenser au moins 50% de vos recettes. Oui, c'est promis. Merci beaucoup. Alors, le concert, c'est ce dimanche 8 septembre à 14h30 au Palais des Congrès. Comme vous dites, c'est pour soutenir
les enfants déshérités de l'orphelinat, la solution. Vous-même, vous y serez, cette chorale, mais je présume que vous aurez à vos côtés d'autres artistes, voire d'autres groupes de chant choral. Oui, pour donner un cachet spécial à ce concert, à ce grand concert, nous ne pourrons pas le faire seuls. Donc nous avons invité d'autres groupes qui seront sur scène avec nous. Il s'agit entre autres de la chorale Ruben de l'église évangélique presbytérienne du Togo, la parole de Adido Gome. Et également l'association jeunesse chrétienne de Lomé Pégame. Ils nous viennent également de l'église évangélique. Et une autre chorale, la chorale Jonam, qui nous vient de l'église des Assemblées de Dieu, Temple du Calvaire, à Lomé. Également le groupe musical, l'emblématique groupe musical de Toquin Centre, qui sera également sur scène avec nous. En dehors des chorales, nous avons invité deux artistes de renom qui ne sont plus à présenter. Il s'agit de Vaida et John Egifti. Vaida la Lyon. Oui, Vaida la Lyon. John Egifti, le couple John Egifti qui seront également de la partie. Voilà ce concert caritatif qui s'anime le dimanche au Palais des Congrès avec ces groupes de chant choral et également ces artistes. Une bonne partie des recettes ou bien des bénéfices iront en soutien aux enfants déshérités d'orphelinat. Alors pour que la cagnotte pour les orphelins soit conséquente, à quel niveau avez-vous fixé les entrées? Oui, l'entrée est fixée à 1000 francs, 2000 francs et puis réservation 5000 francs. Seulement, pour permettre à tout le monde d'être de la partie, nous avons mis la cagnotte à un niveau beaucoup plus acceptable. Abordable pour tout le monde. Voilà le côté musical, le côté également humanitaire de ce concert. J'espère que nous serons nombreux, mais rappelez que le Palais des Congrès n'a qu'une contenance de 3000 places. Oui, exactement. Merci beaucoup. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Les premiers servis. Merci. Nous enchaînons avec quelques questions de proximité, dont ce qui fait continuer à faire débat, c'est la mesure annoncée par le gouvernement, par la personne du ministre Yark, à savoir qu'à partir du 20 septembre prochain, des contrôles seront faits pour le permis de conduire moto, et à partir du 1er décembre, ceux qui seront surpris au guidon de leur moto sans permis A seront sanctionnés. Alors nous en parlons pour que tout le monde en soit informé. Hier encore, nous avons reçu le responsable d'une ONG qui parlait de son action pour subventionner. Et aussitôt sorti de l'émission, nous avons eu connaissance de ce communiqué de la direction des transports routiers et ferroviaires, ce qui pousse le confrère l'évêque de la nation à écrire ce matin, formation pour l'obtention du permis de conduire catégorie A, une interdiction est faite aux auto-écoles de recevoir les inscriptions. Comme pour dire Thierry Afankoué, que la direction des transports routiers et ferroviaires signifie, à qui veut l'entendre, que les premières formations pour passer le permis de conduire, elles se font gratuitement et au sein de la DTRF, il n'est pas encore permis aux auto-écoles de recevoir les instructions, disons les inscriptions pour la formation. Oui, je crois que ça mélange tout, comme vous venez si bien de le rappeler, pas plus que hier, vous étiez ici avec un invité et vous avez parlé de la question et lui vantait le mérite du moniteur. Voilà que la direction des transports nous rappelle que elle est la seule habilité, en tout cas pour le moment, de dispenser ces modules concernant la conduite moto. On ne comprend plus rien. On se demande si véritablement, avec ce cafouillage-là, on peut tenir dans le délai indiqué par le ministre de la Sécurité pour le contrôle de ces permis. Parce que une chose est de recevoir la formation et une autre est d'organiser l'examen de permis. Donc nous sommes en attente, nous ne savons pas ce qui va se faire, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que
personne ne veut être surpris hein, par les forces de l'ordre quand il s'agira de ce contrôle-là. Donc, on sent que les gens sont motivés, mobilisés pour aller se faire former et obtenir ce permis-là. Mais il faudrait qu'on puisse réorganiser les choses pour que les gens ne se perdent pas. Maintenant, ceux qui ont déjà payé dans ces différentes auto-écoles pour bénéficier de cette formation-là, on se demande ce qu'il adviendrait. Eh bien, nous sommes tombés sur cette note d'information que le directeur des transports routiers ferroviaires a adressée en date du 4 septembre 2019 à l'attention des auto-écoles. Donc voici un extrait. Le DTRF dit que le gouvernement a pris la décision de procéder d'abord à la définition et à l'élaboration du contenu de la formation avant de confier cette mission, cette responsabilité aux moniteurs. À cet effet, et pour compter de ce jour, c'est-à-dire le 4 septembre, il est formellement interdit aux auto-écoles de recevoir les inscriptions relatives à la formation pour l'obtention du permis de conduire catégorique A. Et nous sommes également tombés sur une note, un communiqué relatif à l'inscription pour la formation en vue de passer l'examen de permis de la catégorie A. C'est un communiqué signé de la ministre Zouriatou Kassa Traoré des infrastructures qui informe l'opinion sur les sessions de formation qui se déroulent depuis le 2 septembre jusqu'au 20 septembre dans les services à consulter. Le communiqué passe d'ailleurs sur les antennes de Canal FM. Olivier Adja, tout ça inspire Liberté, qui écrit lui, permis de conduire pour motocyclistes, le gouvernement fait dans la cacophonie et l'amateurisme. Oui, dans la cacophonie et l'amateurisme, bon, c'est une appréciation, Et le gouvernement a choisi donc d'imposer le permis pour faire face, le permis 2 roues bien sûr, pour faire face à une situation. Les 2 roues aujourd'hui sont ceux-là qui causent plus d'accidents dans la circulation, ceux-là qui sont au centre donc des accidents dans notre pays. Donc, il fallait trouver une solution. Et le gouvernement estime que la solution passera par le permis, donc aux 2 roues. Mais au même moment, il faut prendre en compte l'aspect social et sociologique de la question. C'est pourquoi j'estime que ces initiatives de former des gens gratuitement, elle est la bienvenue. Contre peut-être une somme symbolique, on peut leur délivrer ce sésame-là pour leur travail. Parce que je dis toujours qu'il y a peut-être un domaine par excellence qui absorbe beaucoup de chômeurs dans notre pays. Et ce domaine-là, c'est bien la conduite donc, de moto, de taxi-moto. Et tous les chômeurs, lorsque vous êtes à la maison, on vous trouve une moto et vous créez votre petite et moyenne entreprise. Avec tous les risques y afférents. Bien sûr, avec tous les risques y afférents. Et donc il faut réguler le secteur et il faut organiser le secteur, ce qui se fait maintenant depuis quelques années. Donc j'estime que c'est une très bonne chose que le gouvernement maintenant annonce des formations gratuites et que certains, pour l'octroi du permis, ils n'auront qu'à payer peut-être une somme de 5 000 ou moins. Et il faut aussi éviter en même temps que cette décision du gouvernement serve de prétexte à certains pour se faire des sous. Et je vois venir des initiatives qui ressemblent beaucoup à des opportunités ou des occasions que les gens veulent saisir pour se remplir les poches. Donc, les conducteurs à 2 roues n'ont pas décidé de ça. C'est une décision du gouvernement, même si ça existait depuis, on ne l'avait pas appliqué. Aujourd'hui, on a plus de 400 000 émigrants dans notre pays. Au bas mot. Maintenant, et ceux-là même qui ne sont pas des émigrants et qui ont leur moto, donc ça va tourner autour du million. Donc tout cela, il faut pouvoir les satisfaire et ce n'est pas tout le monde qui a des moyens pour le faire. Donc il faut éviter que quelqu'un dans sa chambre se lève, il se dise que je peux prendre alors 10 000, et quand je multiplie 10 000 par 100 000, par 200 000,
ah, ça va me rapporter des sous. Donc le gouvernement doit prendre le contrôle de ça et gérer cela. Merci, c'est ce contrôle-là que le gouvernement prend par le ministère des infrastructures qui annonce que les sessions de formation ont débuté depuis le 2 septembre et se poursuivent jusqu'au 20 septembre avec les centres qui sont indiqués à Lomé au niveau des préfectures et des régions. Le communiqué passe sur Canal FM et d'autres médias. Dans ce sens, nous apprenons même que ce soir, il sera animé l'émission Au cœur de la nation sur la TVT après le journal de 20h. Le thème, c'est le permis de conduire moto. Il y aura sur le plateau, entre autres invités, des syndicalistes dont M. Agbo Komlavi, d'autres invités qui viendront de la DSR, c'est-à-dire la force publique qui régule la circulation. La direction des transports routiers et ferroviaires sera de la partie, d'autres invités. Ceux qui peuvent capter la TVT, vous suivrez l'émission Au cœur de la nation pour en savoir. Donc, Augustin, nous donnons toutes ces informations afin que les gens ne disent pas qu'ils ne savaient pas. Mais je suis un peu étonné par la note d'information, parce que si je comprends bien, ils disent qu'ils vont définir, ils vont procéder à la définition du contenu de la formation. Donc, je vous lis plutôt l'extrait. La note du DTRF en date du 4 septembre dit que le gouvernement togolais a pris la décision de procéder d'abord à la définition et à l'élaboration du contenu de la formation avant de confier cette responsabilité aux moniteurs. Ce qui veut dire qu'à ce jour, on n'a pas le contenu de la formation. Si je m'en tiens à ça. Ce qui veut dire qu'ils ont une. Il y a de tout dans ce qu'ils disent là. Parce que si la direction des transports nous dit que la formation a déjà commencé, c'est le ministère qui dit que la DTRF nous dit que le contenu est en train de se définir. Les gens ne comprennent plus rien. Bon, disons qu'à la DTRF, on veut d'abord faire l'expérience avant de la dupliquer au sein des écoles. Je crois qu'il y a un réel problème. Oui, laissons d'abord Augustin terminer. Je crois qu'il y a un problème depuis l'annonce de ce. Je me suis même demandé, est-ce que le ministre Yak de la sécurité a concerté son homologue des transports et tous les services là avant de prendre sa décision? Parce que là, on ne se retrouve plus dedans, on ne se retrouve plus. J'ai même vu hier que certains médias même se préparent à des mouvements de ne pas obtempérer, de ne pas prendre ce permis-là. Il faut vraiment que... Déjà, on a souligné que c'est une bonne décision. Maintenant, il faut organiser tout ça, il ne faut pas décourager les gens à aller faire ce permis-là. Donc, je pense qu'il faut que les services publics s'organisent et ne pas envoyer des signaux de cacophonie et du désordre. Eh bien, donc ce matin, nous avons fait un tour à la DTRF, c'est du monde. C'est du monde qui est venu se faire inscrire. Et justement ici à Lomé, ces formations se font à la direction des transports routiers et ferroviaires, à la direction des affaires communes des départements ministériels et à la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. Encore une fois, le communiqué passe sur nos antennes et sur d'autres médias éventuellement. Alors, à voir ce qui se passe aujourd'hui, je crois que la décision du contrôle du permis catégorie A est prise pour faire plaisir. Parce qu'on n'a pas cerné tout les contours de la chose avant de passer à l'annonce. Donc ça rejoint un peu ce que Liberté disait, c'est la cacophonie et autres. Parce que c'est maintenant qu'ils vont s'asseoir et définir. Ils ont déjà défini, mais ils veulent d'abord expérimenter. Comment l'expérimenter? Parce que s'il faut l'expérimenter, ça revient aussi à former d'abord les moniteurs sur la question. Donc vous voyez que le délai de décembre, je ne sais quoi, est difficilement tenable. Donc il y a un réel problème. Si on a constaté, comme Olivier l'a dit, que les accidents, la plupart sont causés par les motocyclistes et qu'on veut nous imposer le permis de conduire moto, il faudrait qu'on puisse associer ces différents services-là et qu'ensemble, un travail, qu'on puisse travailler sur la question avant de passer à l'annonce.
l'annonce. Maintenant, il y a l'annonce qui est faite. Tout le monde panique. Vous l'avez si bien dit. Au-delà de ceux qui font comme activité taxi-moto, les 4000 taximens ou conducteurs de les plus de 400 000. Les plus de 400 000 plutôt. Et les privés qui ont la moto. Donc, on ne se retrouve plus. Donc, il faudrait qu'on puisse voir la chose. En tout cas, nous faisons le point au jour le jour. Si vous avez le temps, vous suivrez cette émission sur la TVT le soir. Vous aurez le privilège d'avoir sur le plateau les syndicalistes, la force publique, la DTRF et bien d'autres invités. Toujours en lien avec le transport, cette information que nous donne un ami, nous avons vérifié, c'est malheureusement vrai. Thierry Afanoukoé et Olivier Adja, vous connaissez bien la HAC. Eh bien, souvent pour aller à la HAC, nous passons devant l'église presbytérienne d'Agbalpédo. Eh bien, ces dernières heures, le goudron s'affaisse au niveau de l'église évangélique d'Agbalpédo en allant vers la HAC, alors que c'est une rue qui a été faite il n'y a pas si longtemps. Cela nous transporte à la pharmacie Djidjolé avec la voie pavée qui est devenue un territoire lunaire. Et cela pose le problème de l'entretien de notre réseau routier. Et comme par hasard, il s'est ouvert hier un atelier, une conférence de programmation pour l'élaboration du projet de budget programme pour l'entretien routier. La séance doit prendre fin aujourd'hui et le confrère Togo Réveil qui nous en parle aujourd'hui nous dit que les bitumages, la réhabilitation, l'entretien et le renforcement de notre réseau routier pour 2020, les besoins sont évalués à 46 milliards de francs CFA. Le gouvernement ne dispose que de 30% de ce besoin. Il faut alors chercher le complément. Ça, ce n'est que l'entretien de notre réseau routier. Olivier Adja? Oui, je crois que, tu sais, notre pays et la plupart des pays africains sont des pays à reconstruire. À construire. Bon, de façon si je le dis. Les chantiers sont si vastes que parfois on s'y perd ou on se perd. Donc, dans ces chantiers-là, vous l'avez relevé, et la rue donc, partant de la pharmacie Djidjolé et allant vers le siège donc, du MPDD ancien au but. Et cette rue-là, c'est devenu un cas social, si on peut dire ça. Un cas économique et social. On peut dire parce qu'il y a une dame qui fait du coco là-bas avec du foufou. Il y avait des activités là-bas. Les gens étaient obligés, donc sont obligés de se déplacer. Et cette rue, c'est en pleine ville de Lomé, en plein cœur de la ville de Lomé. Et je ne sais pas pourquoi jusqu'ici, rien n'est fait pour réparer, pour retaper donc cette route-là. Et d'autres routes viennent s'ajouter, vous l'avez relevé. La HAC, c'est notre maison, la maison des journalistes. Ça veut dire que bientôt, on va devoir faire des détours donc, pour pouvoir rentrer dans notre maison. Et on ne comprend pas pourquoi, parce que une route a une durée de vie donnée, déterminée. Ça veut dire que si... Et juste à ce niveau-là, les techniciens nous disent que au Togo, quand une rue ou bien une route est bien construite, elle devrait avoir une durée de vie de 25 à 30 ans. Absolument. Or, la rue qui mène à la HAC, elle n'a même pas encore 3 ans d'âge et elle a déjà commencé à s'affaisser. C'est une rue très jeune. Donc, ça veut dire tout simplement que l'exécution du travail n'a pas été faite dans les règles de l'art. Et c'est normal, en principe, que l'État togolais, le peuple au nom duquel l'État travaille, puisse saisir, rechercher l'entrepreneur qui a exécuté ces travaux et lui demander des dédommagements et le poursuivre en bonne et due forme. Mais ça aussi, c'est un problème, on ne le fait pas. Donc je crois qu'on manque beaucoup de volonté au sommet de l'État et c'est ce qui fait que nous avons de cette situation-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau des médecins, il y a le problème qui se pose. Les gens... Aujourd'hui, c'est devenu un réseau donc, économique ou une mafia qui vous oblige à vous soigner à des frais exorbitants et on n'a personne pour nous secourir. Alors que l'État, c'est normalement le sauveur du peuple. C'est normalement l'État qui devrait protéger la population. Mais aujourd'hui, l'État est aux abonnés absents. Si bien que
Le Togolais est pris comme un fonds de commerce et tout le monde nous exploite. Les pharmaciens en collaboration étroite et en bonne entente avec les médecins vous obligent à acheter des produits dans une pharmacie déterminée et d'abord allez vous faire soigner dans une clinique privée. On vous dirige vers une pharmacie déterminée pour acheter les produits, sinon on ne vous soigne pas. Et puis l'État est aux abords, vous ne pouvez pas vous plaindre. Donc je crois que c'est un problème et nous devons, et puis nos structures aussi des consommateurs, elles ont un problème, parce qu'elles sont trop à faune et parfois même ça frise la complicité. Non, les consommateurs se plaignent plutôt de manque de soutien. Alors l'État abonné aux absents pour les actes publics, notamment en termes de maintien, d'entretien de nos réseaux routiers, mais nous-mêmes les citoyens, est-ce que nous entretenons les infrastructures routières qui passent devant nos bureaux, devant nos maisons? Augustin, votre magazine Social Info, vous parlez des travaux d'assainissement et vous nous invitez à éviter des actes inciviques à l'endroit de ces infrastructures. Augustin? Oui, justement, avant que ça n'arrive, il faut d'abord que l'État prenne ses responsabilités. J'aimerais d'abord venir sur ce que vous venez de donner comme liste de rues ou de routes qui s'affaissent. La liste n'est pas exhaustive. Vous savez, ça, quand vous prenez la route de l'aéroport au niveau de la rue qui va de SFR à la direction ou bien au siège de l'UNICEF là-bas, juste à quelques mètres d'une société qui est justement dans les routes là, il y a même c'est la société là d'ailleurs qui a exécuté la travaux. Il y a une grande partie de la route. La société même Il y a une grande partie de la route qui s'est affaissée. Et quand vous arrivez là-bas la nuit, votre voiture, votre moto tombe quand même dans un trou. Et si vous faites attention, vous allez faire un incident. Depuis quelques jours, ils ont décidé de refaire là-bas. Mais cette partie de la route, ils ont bloqué. Je ne sais pas s'ils ont terminé ou pas. C'est quand même dommage. Puis, à peine, il y a même pas 5 ans. Qu'on a obligé de le refaire. Donc c'est terrible. Maintenant, revenons au cas de curage et de caniveaux qui se font un peu partout dans les quartiers depuis quelques jours, depuis quelques semaines à Lomé. Nous avons constaté ça et nous soulignons que c'est une bonne chose parce que nous sommes, en tout cas, la saison des pluies est à nos portes, la petite saison est à nos portes. Et il se fait que pendant cette petite saison-là, il y a beaucoup de quartiers ou de routes et de rues qui s'inondent. Et c'est pas totalement la faute de l'État, parce que les citoyens aussi, par leur comportement parfois civique, jettent des ordures ou des déchets solides dans ces caniveaux-là et les bouches, ce qui ne permet pas à l'eau de circuler et à l'eau la stagne. Et c'est une inondation. Donc on a décidé de rappeler à nos citoyens au comportement civique, de ne plus, en tout cas depuis si le curage est fait, totalement de ne plus jeter des ordures, du sable, de tout ce qu'il y a, qu'on trouve des aliments, tout cela dans ces caniveaux-là. Il faut qu'ils trouvent un moyen. Aujourd'hui, il y a des camions qui circulent dans plusieurs quartiers de Lomé qui ramassent gratuitement les ordures. Donc, ils n'ont qu'à trouver la solution pour mettre les ordures dans ce genre de camions. Merci. Merci pour les infrastructures routières. Vous savez que le week-end là, nous sommes en fête. À Ngotien pour le pays élevé, à Gobozan et également le pays Bassa à Konkomba pour la fête de la nouvelle Igname de Ponte. Et notre ami Franco Napokura qui est en route pour Bassa se trouve bloqué sur la route au niveau des monts Malfa Kassa. Parce que depuis 4 jours, un gros rocher est tombé sur la voie qui bloque la voie et voilà comment les gens qui sont en route pour Bassa, pour fêter, ou bien pour manger la nouvelle Igname ou fêter de Ponte, ne peuvent pas y accéder parce que il y a un gros rocher qui est tombé, qui est détaché du Malfa Kassa et qui bloque la voie. Et d'aucuns nous dira que il y a à peine quelques mois, le ministre des Infrastructures s'appelait Ninsao Nyofam, Bassar de son groupe. Et voilà comment les Bassars ne pourront pas passer de Sokoré aller à la fête parce que ce gros rocher bloque la voie. Oui, juste placer un mot sur l'état de nos routes. Je crois qu'il y a trop de complaisance et de complicité dans
dans l'attribution des marchés publics, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces entreprises-là de BTP qui exécutent mal les travaux, on continue par leur confier des chantiers, des travaux à coût de milliards. C'est inacceptable, parce que la route dont vous avez parlé, la route de Djolé, ça fait plus d'une année que cette route-là se trouve dans cet état-là, et malheureusement personne ne dit mot, alors que l'entreprise qui a exécuté les travaux, on la connaît tous, et elle n'est pas inquiétée, et la route au niveau de la RAC, celle qui a gagné le marché, on la connaît également, qui a sous-traité à une autre entreprise. Finalement, on ne comprend rien dans ce pays. Il faudrait un véritable contrôle. Le cas dont vient de parler Augustin, la route là, l'entreprise qui a exécuté les travaux de cette route là, a son siège sur la route même en question. À son siège sur la route même en question. Voilà que les travaux ont été mal exécutés, et il y a même de l'éclairage public sur cette voie-là. Depuis que la route est ouverte, cet éclairage public-là n'est jamais effectif. C'est le noir total sur la route quand vous roulez la nuit, alors que voilà qu'il y a affaissement. Donc, il faudrait que la ministre des Infrastructures puisse véritablement réagir. Voilà, on nous parle de 46 milliards pour l'entretien de nos réseaux routiers, et l'État va pouvoir jusqu'à 30%, et ce travail, je crois que va être fait par la CFR qui s'occupe des péages et autres là. Il faudrait que l'argent que nous mobilisons, nous puissions bien les dépenser. Merci. Nous terminons par cette dépêche qui nous vient du centre hospitalier universitaire Le Métocoin, où il y a un mouvement d'humeur parce que un agent a eu un accident de travail le mercredi dernier. Il est brûlé au 3e degré. Sa vie serait même en danger, et ses camarades spontanément ont observé un mouvement d'humeur, un accident de travail qui pourrait coûter la vie à cet agent. Cela repose le problème de l'insuffisance du personnel qui ne travaille pas toujours dans des conditions adéquates. Il est 12 h passé de 3 minutes, nous marquons une pause et nous ouvrons à vous. Eh bien, nous avons fait exprès aujourd'hui de ne vous parler que des questions de proximité. On a parlé de la mort de Robert Mugabe, le problème de nos hôpitaux publics, les infrastructures et bien d'autres sujets. La parole est à vous. Allô, bonjour. Sylvain, nous vous écoutons. Oui, vous êtes en ligne. Bonjour. Merci. Mais on ne va pas souhaiter ça. On ne va pas souhaiter ça. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un cabinet. Oui, mais il y a l'article. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous ne contrevenons pas, mais il y a cet article du Code de la santé qui dit que quelqu'un qui est payé par le contribuable ne peut exercer dans le privé que sur autorisation expresse du ministre. Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Rodrigue, vous êtes en ligne.
Nous vous saluons en retour. Non, non, ça avait été dit. Merci, merci. Il faut rappeler qu'en temps le chef de l'État était également en Égypte. Oui. Et le président, le maréchal Al-Sisi également nous a promis un hôpital. Souhaitons vivement que tout cela advienne. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui. À Mouzou comme là, oui, nous vous écoutons. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Merci. Ça, vous parlez d'un communiqué commercial que nous n'avons pas évoqué dans nos débats de ce jour. L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Oui, vous êtes en ligne? Olivier, Thierry, Augustin, notre invité aussi vous salue. Ah, ok. Oui. Merci Olivier, on pourra répondre à notre ami que nous journalistes, nous ne travaillons qu'avec l'information au jour le jour. Absolument, absolument, nous ne travaillons que l'information au jour le jour. Et voilà, et on invite aussi, on ne ferme pas nos portes à ceux-là qui veulent s'exprimer et quitte à les recadrer. Merci. Alors bonjour l'ami en ligne. Alors bonjour. Papa Sodine. Oui. À tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Ok, bon, entre-temps, lors d'une journée internationale, on a dit à la population d'aller se consulter gratuitement à 2 points à l'hôpital. J'ai été parmi ces gens. Et on nous a dit de bénéficier, on nous a appelé pour vérification de notre tension et de taux de glycémie. Bon, on a dit qu'on va retenir certaines personnes, j'étais parmi ces gens-là. On nous a dit de consulter un certain personne dont j'étais le nom. Et le premier jour, j'étais à 5 h du matin. On n'a pas vu le docteur, on nous a dit que il faut venir. La seconde journée, j'étais là à 2 h du matin, on me dit que le docteur, on ne reçoit que personne par jour. Là aussi, vers 4 h 30 à 7, on a distribué certaines cartes et je ne sais pas parmi dedans. La troisième journée, j'étais encore réveillé vers 2 h du matin. C'était le même cas. Donc, j'étais vraiment découragé et je ne suis plus parti. Mon petit-fils, c'est tout ce fait de la gorge. On l'a fait de l'opération à l'auto-réveil. Ce qu'on doit avoir 4 opérations. On a beaucoup de
c'est plutôt un coup de gueule. Malheureusement, la voix s'est quelque peu robotisée, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. Nous passons à l'auditeur suivant. Bonjour. Oui. Ah, notre ami du Danemark. Oui, vous êtes en ligne. Merci beaucoup. Bonjour à tous nos amis au Danemark. Augustin, c'est vrai que des Togolais, des privés investissent dans des cliniques privées. Ça, c'est une bonne chose. Ce que nous demandons, c'est que ceux que nous payons par notre contribuable, enfin nous le contribuable, qu'ils exercent en priorité dans les centres publics. Oui, surtout que certains bénéficient des bourses de l'État pour aller se faire former dans les universités, écoles prestigieuses à l'étranger. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de rendre un peu de ce qu'ils ont appris là à leurs citoyens. Je rappelle rapidement qu'en Côte d'Ivoire, où la décision a été prise aussi de mettre une démarcation entre les privés et le public. Aujourd'hui, quand tu exerces en Côte d'Ivoire, que tu exerces dans le public, que tu permets aussi d'exercer encore dans le privé, l'État va dans le premier temps t'avertir et dans le deuxième temps, tu peux être emprisonné pour 6 mois. Merci beaucoup, mais ça c'est la Côte d'Ivoire. L'auditeur en ligne, bonjour. Ah, oui, bonjour. Abonné, oui, nous vous écoutons. Quel ministre? 10-14. Oui. Oui. Ça, c'est le numéro 10-14, le numéro vert que le ministre Yarka a communiqué.
Merci, abonné. C'est pertinent ce que vous dites, mais on va quand même éviter l'amalgame. Juste rappeler que pour la formation, Thierry Afan Koué, le ministre des infrastructures et le DTRF disent que les formations se font maintenant dans des lieux publics et à des coûts très réduits, sinon gratuits. Oui, pour le moment. Seulement l'information est venue tardivement, puisque d'autres se sont déjà inscrits, ils ont commencé la formation. Maintenant, cette formation-là qu'on leur donne, on ne sait pas si c'est celle qui est qualifiée, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore arrêté. Merci Thierry. On va prendre le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Oui. Monsieur Kossi. Oui. 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 Merci, monsieur Sekokou Biekossi. Je vous donne juste lecture de l'extrait du communiqué de la ministre Zouriatou Kassa Traoré qui dit: les inscriptions se font sur présentation des pièces suivantes. 1. La photocopie non légalisée de l'acte de naissance. 2. La photocopie non légalisée de la carte nationale d'identité. 3. 2 photos passeport sur fond blanc. 4. La photocopie du permis de conduire des autres catégories en cours de validité pour ceux qui en disposent. Vous avez la réponse, monsieur Kossi? Merci. Alors, le tout dernier auditeur. Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est monsieur Ali. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci l'ami Olivier, notre ami qui est allé avec son style. Vous voulez commenter ça ou bien vous faites no comment? Non, c'est son style et nous tous nous commençons par le découvrir et par le connaître. Et il a une signature, bon, il est maître de ses pensées. Merci beaucoup. Mais il a quand même touché du doigt certaines informations qui reviennent souvent, à savoir les dessous de table, les commissions qui font que les travaux sont à la fin mal faits. Sinon, comment on peut comprendre que la rue qui mène à la HAC, qui n'a même pas 3 ans d'âge, peut commencer à dire à s'affaisser?
Comment on peut comprendre qu'un bureau, une entreprise de BTP nous fait une route et devant ses propres bureaux, la route s'affaisse? Est-ce que vous comprenez quelque chose, vous? Nous sommes au Togo, me diriez-vous? Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Notre ami de chant choral, eh bien, vous nous invitez à ce concert caritatif que vous tenez le dimanche. C'est à quelle heure? 14h30. 14h30, au Palais des Congrès de Lomé. Donc, une fois encore, nous voulons convier toute la population à se joindre à nous ce dimanche au Palais des Congrès de Lomé. C'est pour la cause des enfants déshérités. Et donc, que tu sois musulman, chrétien de tous bords, animiste ou je ne sais quoi, tous au dimanche, ce dimanche au Palais des Congrès de Lomé. Pour chanter, et une bonne partie de vos recettes ira en soutien à cet orphelinat qui est à Betikopé. Oui. Merci beaucoup. La tradition finale, Augustin, Thierry, Olivier, vos cartons de fin d'émission, cartons de fin de semaine. Augustin. J'aimerais dessiner un carton vert aux jeunes du comité de développement du quartier de Agodo, qui depuis quelque temps initie des projets, des mini-projets pour pouvoir développer un tant soit peu ce quartier, ce vieux quartier-là, et pour le sortir un peu de l'anonymat. D'ailleurs, demain, ils seront encore au centre communautaire de paix pour distribuer des fournitures scolaires aux jeunes élèves pour les encourager à s'éduquer pour garantir la vie. Donc, je les encourage à continuer sur ce chemin. Merci. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit qu'il y a également un trou au marché de Haroukopé à 100 mètres d'ici. Et cette route-là a été supervisée par le général Aeva, qui était en son temps directeur de cabinet du président de la République. Voilà le gros trou dans la route supervisé par le général Aeva. Thierry, avant que votre carton. Oui, pas de carton, mais seulement il faudrait qu'il y ait plus de sérieux dans l'attribution des marchés publics. Dans l'attribution, l'exécution, le contrôle. Voilà, parce que l'auditeur qui vient de passer a si bien caricaturé la chose. Ils sont tous complices, hein. Bureau de contrôle, l'entreprise de BTP, le ministère, tous, ils sont complices de ce que nous vivons. Merci Olivier Adja. Oh, je n'ai pas de carton. Je dis un coucou spécial à tous ceux qui ont prêté une attention particulière à l'émission. Et tout comme un coucou spécial aux éperviers qui doivent avoir déjà commencé à jouer depuis quelques minutes au Cobor dans le cadre du match aller des préliminaires de la Coupe du Monde 2022. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour la semaine. Nous vous souhaitons bon week-end. Et ceux qui sont en deuil, qui devront enterrer, qui est un parent, qui est un voisin, qui est un ami, c'est la vie. Et nous sommes en vie. Nous allons nous retrouver au studio le lundi prochain. Si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Eh bien, nous nous retrouvons lundi par la suite de ces sujets. Merci de nous rappeler que vous préfériez que nous traitions des questions sociales plutôt que la politique. Nous essaierons d'en tenir compte. Le gars, il a tout dit. Allez là. Il a si bizarre, mais il est Yo. Il tombe Est-ce qu'elle est possible là? moi,